Bonjour tout le monde. Tout d'abord, avant de laisser la parole à Charles, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. C'est le deuxième webinaire de la CIRTA. Donc, bien heureuse de vous avoir avec nous. On a Charles Bourgeois ici avec nous qui va nous présenter le numérique comme objet social et politique. Quelle implication pour le développement de la compétence numérique? Charles Bourgeois est étudiant au doctorat en éducation. Il s'intéresse aux technologies numériques depuis maintenant 5 ans. Il s'ancre dans la suite des travaux de recherche de son directeur de doctorat, Jean Gabin Nteboutsé, qui s'intéresse, lui, de son côté, lui-même à la perspective sociocritique en lien avec le numérique. En fait, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des webinaires, si c'est votre première fois, la présentation de Charles va durer environ 40 à 45 minutes, ce qui va nous laisser environ une quinzaine de minutes là, par la suite pour les discussions. Si jamais vous avez des questions, des réactions au fur et à mesure, vous pouvez les poser dans le clavardage et à la fin de la présentation de Charles, je pourrai nommer vos questions dans le clavardage. Mais à la fin, vous allez avoir l'occasion également là, de pouvoir poser vos questions directement et discuter là, avec Charles pour la suite. Voilà, Charles, je te cède la parole. Bien, merci beaucoup, Caroline. Merci à tous d'être ici ce midi pour cette présentation du numérique comme objet social et politique, pour pouvoir discuter de quelles implications ça aurait de voir le numérique de cette façon-là sur le développement de la compétence numérique. Donc, pour ce qui est des fondements de la présentation, mes couleurs seront annoncées dès le départ. Comme il a été mentionné, j'ancre mes travaux dans une approche qui est dite sociocritique des usages numériques en éducation, ce qui est davantage un positionnement qu'une approche réellement formalisée. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, notamment mon directeur de recherche, Jean Gabin Tébutissé, mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on peut nécessairement appliquer. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça vient avec un positionnement où on reconnaît l'aspect social de la question du numérique en éducation. Donc, on s'intéresse beaucoup aux relations entre le contexte socio-culturel des élèves et leur disposition à s'éduquer avec les technologies numériques à l'école. On parle de l'idée que ce qu'ils font avec les technologies hors de l'école a une influence vers ce qu'ils vont faire à l'école. Ça, ce serait le côté plus social de l'approche sociocritique. Et ensuite, on aurait une visée qui se voudrait critique. Pas critique dans le sens d'avoir un positionnement pour les technologies numériques en éducation ou anti-technologies numériques en éducation, mais davantage une visée critique où on reconnaît que l'arrivée des technologies numériques doit se faire en prenant en compte des questions de justice sociale. Donc, cette idée de justice sociale-là, vers laquelle je vais ancrer aussi la présentation et qui sera expliquée plus tard. Donc, pour commencer un petit plan de la présentation, je vais commencer par présenter les objectifs de cette présentation, pour ensuite présenter quelques éléments contextuels et un début de problématisation. Ensuite, je veux clarifier les concepts principaux de mes travaux. Donc, le numérique, on pense que c'est bien simple, mais entre le numérique comme concept de sens commun et le numérique pour le travailler sur le plan scientifique, il y a quand même un écart. La compétence numérique, qui est aujourd'hui demandée par le gouvernement du Québec. Ici, il y a une petite erreur, c'est écrit fracture numérique, mais ça devrait être fracture numérique, donc pour discuter de l'idée des inégalités numériques, donc l'aspect plus politique de la présentation, et le capital numérique. Capital numérique qui sera lié avec la fracture numérique, donc on sera un peu en territoire bourdieusien en rapport aux travaux de Pierre Bourdieu pour montrer que dans le quotidien des élèves, il y a des inégalités scolaires et que pour intégrer adéquatement le numérique dans une perspective de justice sociale, il faut prendre en considération ces inégalités, d'où les implications pour le développement de la compétence numérique.
Donc, objectif de la présentation, à partir d'une recension des écrits, l'idée, c'était de mettre en lumière la dimension sociopolitique du numérique pour réaliser ensuite deux objectifs spécifiques. Présenter le numérique comme objet sociopolitique en recourant au concept de fracture numérique et de capital numérique et discuter des implications de cette dimension sociopolitique sur le développement de la compétence numérique des élèves à l'école pour leur réussite éducative et éventuellement leur entrée sur le marché du travail. Donc, rapidement, vous expliquer ma démarche de recension des écrits. Je suis allé dans des banques de données, dans des monographies, autant du côté francophone que du côté anglophone, mais j'ai aussi utilisé un handbook qui s'appelle Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education, paru en 2018, qui, pour tout ce qui est des questions de la compétence numérique, des inégalités numériques, toutes ces questions-là, les plus grands chercheurs des pays scandinaves, américains, anglophones, même québécois, mon directeur de recherche a écrit dans ce handbook, se retrouvent là-dedans. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour tout le monde qui travaille le numérique. L'intervalle de publication des recherches, c'est entre 2001 et 2019. Pourquoi 2001? Parce que 2001, c'est le renouveau pédagogique, la réforme de l'éducation dans laquelle nous nous trouvons actuellement date de cette année. 2019, c'est l'année actuelle. Mais la majorité des textes se situent entre 2010 et 2018, certains 2019, pour avoir une terminologie plus à jour quand il est question des technologies, en fait. Les objets de recherche, surtout autour du numérique comme concept, développement de la compétence numérique, inégalité numérique. Bon, plusieurs mots-clés en lien avec l'objet de ces recherches, donc compétences du 21e siècle, compétences numériques. On a gardé certains termes aussi qui sont moins utilisés maintenant, technologie de l'information et de la communication, mais qui se retrouvent encore beaucoup dans des écrits éducatifs, donc c'était pertinent de le maintenir. Les langues, français et anglais, il y a des travaux très intéressants qui s'écrivent dans d'autres langues, notamment dans les pays scandinaves, mais je ne maîtrise pas suffisamment ces langues, pas du tout en fait, pour pouvoir aller vers ces écrits, ce qui est une limite de la recherche. Population, je me tenais autant autour des élèves que des enseignants. Donc, comme introduction, encore dans l'idée d'annoncer mes couleurs, c'est de dire que c'est un positionnement. La technologie n'est pas bonne ni mauvaise, mais je ne conçois pas qu'elle est neutre non plus. On va y revenir. Donc, les éléments contextuels, bon, on le sait depuis au moins une bonne vingtaine d'années, mais particulièrement dans les 10 dernières années, on a vu une démocratisation des technologies numériques, particulièrement les technologies mobiles, tout ce qui est téléphone intelligent, iPad, ordinateur portable. Il y a un accent qui est mis sur des compétences dites du 21e siècle, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la collaboration, l'esprit d'entreprise, l'habilité à exploiter de nouvelles technologies, notamment les technologies numériques. Et il y a surtout une volonté du gouvernement du Québec de prendre en considération les usages numériques dans la rénovation des curricula, notamment avec le cadre de référence de la compétence numérique qui est sorti en 2019, qui se veut un document de référence pour les futurs enseignants de primaire et de secondaire dans le but de créer des situations d'enseignement-apprentissage autour du numérique. C'est de donner des pistes réellement. Donc, en 2001, dans le programme de formation de l'École québécoise, c'était question d'intégrer les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de développement de compétences numériques. Donc, il y a eu un petit changement très influencé par les écrits des pays scandinaves, notamment la Finlande. Donc, sachant que le gouvernement du Québec souhaite développer cette compétence numérique-là chez les adolescents, la population que j'étudie, mais également chez les élèves du primaire, il faut voir quand même, il faut prendre certaines choses en considération, notamment qu'il y a un rapport au numérique
chez les adolescents qui est développé en dehors de l'école. La première fois qu'ils utilisent un ordinateur, un téléphone, ouais, même un iPad, pour la plupart, ce n'est pas à l'école, c'est hors de l'école. Donc, nécessairement, ça forge par soit des réussites, par soit des échecs, par soit la valorisation familiale de ces outils ou, à l'inverse, un discours où les parents diraient que le numérique, c'est plutôt négatif, qu'il y aurait un discours plus péjoratif. Ça, chez l'élève, ça va forger son rapport au numérique qu'il va avoir à l'arrivée à l'école. Et ce rapport-là, il est hétérogène, en fait. Donc, on ne peut pas présupposer que tous les élèves du secondaire, même s'ils se trouvent dans un contexte où il y a beaucoup de technologies numériques maintenant dans notre société, même dans ce contexte, on ne peut pas présumer qu'ils vont aimer se servir de technologies numériques, qu'ils vont avoir une appétence numérique. On ne peut pas présupposer de leurs compétences numériques non plus. Celle-ci sera très inégale. Donc, ça remet en question toutes les idées qu'il y avait au début des années 2000 autour des digital natives, les natifs du numérique, où on présupposait l'idée d'une nouvelle génération maîtrisant davantage les technologies, pouvant s'en servir, aimant s'en servir et apprenant autrement. Mais ce rapport au numérique-là, inégal, remet en question cette idée-là nécessairement. Côté recherche, nous nous sommes rendus compte que l'étude des technologies éducatives, c'est surtout fait en milieu scolaire, ce qui est correct, c'est des recherches vraiment nécessaires à faire, mais que historiquement, la recherche s'est peu intéressée au contexte extrascolaire, au quotidien des élèves, et donc à la façon dont les usages du numérique dans leur vie influençaient leur volonté de s'en servir à l'école, leur compétence à s'en servir à l'école. Et même, si on allait plus loin, on pourrait dire que l'idée même de numérique comme concept a été peu problématisée dans la littérature. Pourtant, c'est une question qui est nécessaire, sachant que ça relève d'une question qui est à la fois épistémologique, institutionnelle, sociale, économique et politique. Donc, de dire ce qu'on entend par numérique a des implications sur le plan social. Donc, c'est pour ça que nous allons en venir à la clarification des concepts, en commençant par le numérique, en le problématisant notamment, en affirmant et créant à l'appui qu'il est difficile d'établir un discours qui soit scientifique, sans faire référence constamment à une entité vague, le numérique. On ne sait pas très bien à quoi il renvoie. Et si on pose la question à plusieurs personnes, ils pourraient nous donner une définition somme toute assez différente de ce qu'est le numérique. Est-ce que c'est la donnée numérique en tant que telle, le format en opposition à l'analogique? Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est le web? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'outil technologique, le téléphone? Ou est-ce que c'est tout ça à la fois? Donc, on se rend compte que si c'est tout ça à la fois, on se rend compte que le numérique sert surtout à circonscrire de manière plutôt floue, disons-le, un champ très vaste, les technologies de communication de masse et de l'informatique. Parce que le numérique peut renvoyer à beaucoup de technologies dont les élèves ne se serviront jamais. Il faut vraiment savoir qu'on renvoie aux technologies de masse les plus connues, téléphone, iPad, ordinateur, portable, tout ça. Pour étudier le numérique sur le plan scientifique, il y a un intérêt à passer par la sociologie des usages, donc passer par l'usage, surtout quand on observe que le numérique se transforme progressivement en un terme passe-partout, servant surtout à définir les pratiques, les usages technologiques qui caractérisent le quotidien des gens. Donc, ça nous éclaire sur nos manières d'échanger, nos transactions, tout ce qu'on fait dans la vie. Donc, c'est vraiment de prendre en considération l'interaction entre un sujet, une personne, un individu et un outil technologique et voir ce qui se passe, ce qui se produit. Et là, de cette façon-là, on est capable de faire certaines observations
intéressantes dans le quotidien qui peuvent être ensuite utilisées pour donner des pistes pédagogiques sur le plan scolaire. Donc, si on reconnaît que le numérique est ancré dans l'usage, bien nécessairement, ça vient avec plusieurs dimensions. Ça en fait un objet pluridimensionnel, un objet à la fois technique, un objet à la fois politique, économique, social, et j'ajouterais également un objet évolutif, c'est-à-dire ce qu'on conçoit aujourd'hui comme étant le numérique, dans 5-10 ans, ce sera totalement périmé. Donc, parce que les technologies évoluent constamment. Donc, c'est de prendre en considération ça. Quand on construit une formation autour du numérique, c'est de la faire suffisamment de façon versatile, de la faire de façon à ce qu'on ne soit pas trop ancré sur un outil technologique, quoique c'est important d'étudier les outils, mais vraiment ancré sur la façon de plus vers une pensée réflexive autour des technologies. Il y a certains diraient une pensée computationnelle, tout ça. Donc, la dimension sociopolitique du numérique vient avec des postures dominantes. Parce que qui dit sociopolitique dit idéologie. Donc, idéologie, il y a une posture instrumentale. Posture instrumentale qui en vient à envisager le numérique strictement en termes d'outils. Ça sert des fins selon une perspective ou un usager se sert d'un outil technologique pour réaliser quelque chose, pour un travail, par exemple. Mais cette posture-là, intéressante pour étudier les outils, laisse de côté le fait que derrière la conception d'un outil technologique, il y a de l'humain. Donc, il y a des valeurs qui sont arrivées avec la conception de l'outil et la façon aussi que l'usager conçoit son usage des technologies est influencée par les valeurs de son propre groupe, de ses propres valeurs en fait. Donc, de voir le numérique strictement d'un point de vue instrumental fait en sorte qu'on oublie d'une certaine façon le social. La posture déterministe, c'est celle qui en vient à postuler, en fait, c'est celle qui en vient à lier nécessairement progrès et développement technologique. On s'entend, le développement technologique peut être lié au progrès, mais n'est pas nécessairement lié au progrès. Il peut se lier à une certaine forme, je dirais, d'évolution, une certaine forme de changement avec lequel on peut être en accord ou qu'on peut critiquer. Mais ce n'est pas une force. Les technologies ne sont pas une force qui viennent influencer la société. Ça vient avec de pair avec des changements de mentalité, changements de culture, des valeurs, tout ça. Donc, il y a constamment, je dirais, une espèce d'interaction entre justement la technologie et les gens qui conçoivent ou qui utilisent les technologies. Donc, avoir une posture déterministe, c'est problématique en un sens que ça vient souvent présupposer de ce qui sera l'avenir, alors que l'usage qu'on va faire des technologies, même la conception des technologies, est imprévisible. Sinon, sur le plan social, on remarque qu'il existe une parenté étroite entre le développement de la compétence numérique et la fracture numérique, ce qui rend l'idée d'une posture instrumentale encore là problématique parce que ça ferait en sorte qu'on ne prendrait pas en considération cette idée de fracture numérique. Bon, tout ça, c'était pour le numérique, la dimension davantage sociopolitique du numérique. Si on en arrive à la conception générale de la compétence numérique, que je suis allé puiser surtout dans le handbook dont j'ai fait mention précédemment, chez des auteurs comme Erstad et Voog, la compétence numérique s'avère l'une des compétences essentielles du 21e siècle à développer, mais elle englobe non seulement une composante, oui, technique, mais aussi une composante cognitive, donc l'idée de comment rechercher de l'information sur
sur Internet, par exemple, comment évaluer aussi de façon critique l'information. Il y a aussi des composantes motivationnelles, surtout des composantes éthiques, sociales et comportementales. Donc, il y a des enjeux éthiques qui viennent avec l'adoption d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau réseau social. Par exemple, sur Facebook, il y a des façons d'agir qui doivent rester respectueuses. Sinon, on en vient avec des enjeux tels que la cyberintimidation, qui est le prolongement de l'enjeu d'intimidation qu'on a toujours connu vers la sphère numérique. Pourquoi compétences numériques? Je tenais à le mentionner, c'est que c'est le concept le plus utilisé dans les contextes éducatifs des pays scandinaves, qui sont les pays intégrant le plus les technologies numériques à l'école. Et c'est le concept utilisé par le gouvernement du Québec qui, pour son cadre de référence, est allé puiser également un peu dans ses écrits. Parce qu'on aurait pu utiliser le concept de littératie numérique, il y en a d'autres qui existent, mais celui qui tend à s'installer, c'est vraiment compétences numériques. Donc, en contexte québécois, la compétence numérique, c'est vu comme un ensemble d'aptitudes relatives à une utilisation confiante, critique et créative du numérique pour atteindre des objectifs liés à l'apprentissage, au travail, au loisir. Il y a l'idée également de l'inclusion de la société et la participation à celle-ci. Donc, l'idée d'entrer sur le marché du travail est également présente dans le cadre. Il existe 12 dimensions phares de la compétence numérique. Ça, c'est un choix qui a été fait réellement en contexte québécois parce que cela va varier selon les auteurs dans la littérature scientifique. Pour certains, il y en aura seulement 3, technologique, cognitive et éthique. Pour d'autres, il y en aura plus que 12. Mais ici, on en est seulement resté. Le choix n'est pas réellement expliqué dans le cadre de référence pourquoi 12. Mais ils souhaitent mettre l'accent sur 2 d'entre elles qui seraient les plus importantes, qui seraient agir en citoyen éthique à l'ère du numérique et développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Donc, il y a l'idée. On voit que l'aspect technique est quand même beaucoup mis de l'avant et l'aspect éthique aussi pour les élèves est également mis de l'avant. Donc, pour vous donner une idée, si vous voulez en savoir davantage sur le cadre de référence de la compétence numérique, il est facilement trouvable sur Internet. Ici, c'est les 12 dimensions de la compétence numérique, les 2 premières étant les plus importantes. Donc, maintenant qu'on a placé l'idée de compétence numérique, on en vient à parler comme concept de fracture numérique. Parce que qui dit développement d'une compétence numérique dit prendre les élèves à leur arrivée à l'école où ils en sont actuellement dans le développement de leurs propres compétences numériques. Certains seront plus habiles que d'autres. Et on voit que, en fait, l'idée de fracture numérique, c'est pour parler en termes scientifiques des inégalités numériques. C'est divisé en 3 et ça nous montre sur 3 niveaux pourquoi les élèves, à leur arrivée à l'école, n'auraient pas développé une même compétence numérique que les autres. Il y a les inégalités de l'ordre de l'accès. Donc, c'est plutôt simple. Si la personne a accès à des technologies, nécessairement, elle peut développer sa compétence numérique. Ça, du moins, la possibilité de le faire. L'idée d'accès, c'est de moins en moins un problème en Amérique du Nord parce qu'on remarque, suivant les études, que même dans des familles pauvres, ils réussissent à obtenir différentes technologies numériques comme des téléphones, tout ça. Où on va voir une différence, c'est plus que les familles plus riches vont avoir du plus haut gamme, exemple Apple. Mais sinon, l'accès, ça devient de moins en moins un problème. Où qu'on tend à voir de plus en plus d'inégalités, c'est par rapport à l'usage. C'est l'étendue des compétences liées aux usages, en fait. Parce que ça, c'est beaucoup lié aussi avec la médiation parentale. Si dans ton milieu familial, on montre déjà à utiliser les technologies numériques pour travailler, si tu en fais des usages éducatifs, des usages qui vont au-delà du simple divertissement, qui peut avoir même un aspect créatif à ces usages, ben, à ton arrivée à l'école, tu vas être en avance sur quelqu'un qui a seulement utilisé une technologie
pour le divertissement ou la communication. Parce que c'est surtout ça qui est remarqué dans les études, notamment dans le mémoire que j'ai fait, j'en parlais, c'est que les élèves qui ont seulement un usage lié au divertissement et à la communication ne peuvent pas nécessairement travailler avec les technologies numériques à leur arrivée à l'école parce qu'ils n'ont pas développé une compétence numérique suffisamment élevée pour le faire. Ils arrivent avec des logiciels de traitement de texte comme Word, ils vont avoir une maîtrise somme toute sommaire, mais les fonctionnalités plus avancées de Word ne seront pas maîtrisées. Sinon, troisième inégalité numérique, c'est de l'ordre du pouvoir, en fait. L'ordre du pouvoir, parce que ça va être beaucoup lié aussi à la motivation d'utiliser une technologie numérique. Si tu es capable de prendre ton usage en ligne et d'obtenir une récompense ou un effet dans ta vie hors ligne. Si, bon, on va donner un exemple. Ah, il n'était pas ici, je l'ai déplacé. Exemple, lors du pouvoir, en 2012, beaucoup de personnes qui étaient très engagées politiquement ont utilisé le numérique, ont utilisé leurs compétences numériques pour organiser des manifestations, des événements politiques, tout ça. Et justement, quand ils voyaient qu'ils étaient capables de réussir à organiser ces manifestations-là, bien, ça faisait en sorte qu'ils revenaient vers le numérique, tentaient d'accroître leurs compétences pour être capables d'être plus efficaces. Alors que quelqu'un qui n'est jamais capable d'obtenir des résultats sur sa vie hors ligne, dans sa vie de tous les jours, quand il utilise des technologies, ben, va avoir moins tendance à vouloir y revenir, à vouloir l'utiliser de façon à apprendre, de façon à être capable de travailler avec les technologies. Donc, les inégalités liées à l'usage et au pouvoir sont beaucoup interreliées. Le capital numérique, c'est ce qui est lié, en fait, à la fracture numérique de troisième niveau. Donc, ce que je viens d'expliquer, en fait, c'est d'être capable, une fois qu'on a une compétence numérique, donc le deuxième niveau, une fois qu'on a les ressources d'accès, premier niveau de la fracture numérique, on peut être capable d'obtenir un résultat hors ligne. Donc, de convertir son usage numérique vers ce qu'on appelle un capital numérique. Et ça va être lié aux idées de capital économique, capital social, personnel, politique. Parce qu'on le voit, il y a des gens qui développent une compétence numérique suffisamment forte, qui sont capables de se rendre riches. Ils développent une carrière sur Internet. On n'a qu'à penser aux gens qui, sur les différentes plateformes comme YouTube, les YouTubeurs qui ont transformé leur usage numérique en capital économique quand même assez fort. Ou sinon, donc ici, on voit les interrelations entre les différents capitaux, capital politique, économique, social, personnel, culturel. Mais sinon, il y a un cas réellement extrême noté par l'un des auteurs qui a pensé le capital numérique. C'est le cas de Donald Trump, en fait, qui a réussi à développer un usage du numérique, premièrement parce qu'il avait accès aux ressources. Lui, avec l'argent qu'il a à obtenir différentes technologies numériques, ce n'était réellement pas un problème. De deux, il a réussi à développer un usage du numérique, enfin, lui ou son équipe, quelqu'un a développé un usage du numérique suffisamment efficace pour être capable ensuite de transférer cet usage numérique-là en expérience très concrète hors ligne et développer un capital politique très fort grâce au numérique. Ça fait en sorte notamment qu'il a réussi à se faire élire à la présidence des États-Unis. Ce n'est pas que la seule raison, mais on a remarqué que c'était l'une des raisons. Donc, maintenant que j'ai présenté les concepts, je veux plus aller vers l'idée de rapport entre la fracture numérique et le capital numérique. Et la raison pour laquelle je parle de tout ça, en fait,
c'est que selon ma perspective autour des technologies, ni la société, ni la technique, la technologie, tout ça, ne peuvent se comprendre de façon indépendante. Donc, si on parle d'intégration de technologie à l'école, si on parle de développement de la compétence numérique, il faut prendre en considération l'idée qu'il existe des inégalités numériques, qu'il y a une fracture numérique et que le numérique peut être utilisé pour accroître son capital dans différentes sphères, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit culturel, qu'il y a des enjeux de pouvoir reliés à l'usage du numérique. Ça parle de l'idée des inégalités sociales, en fait. Donc, le résultat d'une distribution inégale, au sens très mathématique, des ressources liées aux structures mêmes de la société, qui peut provoquer un sentiment d'injustice chez les membres. Donc, l'idée même d'intégration, sachant ça, sachant qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales, l'idée même d'intégration du numérique à l'école peut provoquer, à l'entrée du moins, un sentiment de, qu'il soit légitime ou pas, d'inégalité parce que certains seront contents d'utiliser le numérique, certains ont déjà une bonne compétence du numérique, ils savent s'en servir, ils savent même comment obtenir des résultats hors ligne pour, avec le numérique, en fait, tandis que d'autres sont vraiment pas, d'autres élèves sont vraiment pas chauds à l'idée nécessairement de développer cette compétence numérique-là. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là. Les inégalités, c'est les inégalités sociales appliquées aux technologies, c'est un peu la même chose. C'est soit des inégalités reliées à l'usage, à l'accès, au pouvoir, tout ça. Mais on va pouvoir l'observer dans la façon qu'une personne va s'approprier les différentes technologies et s'il va vouloir s'en servir dans les différentes sphères de sa vie. Donc, je l'ai mentionné plus tard, en même temps que les disparités, en même temps que les disparités en matière d'accès, je dirais, se réduisaient, de nouvelles inégalités apparaissaient et s'amplifiaient autour de l'usage et du pouvoir, comme l'influence des usages numériques, de la fracture de deuxième niveau, sur la vie hors ligne se fait encore beaucoup sentir et est peu prise en considération en ce moment dans les différents cadres de référence autour du numérique. Si je prends seulement le cadre de référence de la compétence numérique, ce terme est à peu près absent. Donc, il y a l'idée aussi de l'interaction entre le capital numérique et les autres formes de capital. Donc, le capital numérique étant le troisième niveau de fracture numérique. On a vu qu'on pouvait utiliser nos usages du numérique et les transformer en différentes formes de capital, capital social, par exemple, politique, etc. Donc, en ce sens, le capital numérique est intimement lié aux autres formes de capital. Ça permet de tirer des bénéfices du numérique. Mais, où que le bas blesse, c'est que pour développer souvent du capital numérique, un capital numérique fort, il faut préalablement posséder un capital, des formes de capitaux au moins un peu élevées. L'exemple de Donald Trump est un bon exemple de ce que je souhaite avancer en fait. C'est que, oui, Donald Trump a réussi à obtenir du capital politique en utilisant les différentes technologies. Mais pourquoi il a été capable d'utiliser les différentes technologies de cette façon-là, d'en faire un usage, de développer une compétence numérique et de savoir s'en servir pour obtenir des bénéfices? C'est que préalablement, il y avait déjà un capital économique très fort, l'accès n'était pas un problème. Capital culturel était également présent. Capital politique, discutable, mais c'était quand même présent. Ce qui fait en sorte qu'il y avait déjà au départ, avant d'utiliser les technologies numériques, avant de développer la compétence numérique, Donald Trump a un avantage. C'est ce qu'on peut voir aussi avec les élèves, en fait, c'est que les inégalités tendent à se reproduire. Les gens qui ont un capital, par exemple, économique plus fort,
ou un capital social plus fort tendent à développer une compétence numérique en milieu extrascolaire qui va être également plus efficace, plus éducative, plus en lien avec ce que le marché du travail va demander. Nécessairement, ça va les amener à mieux performer à l'école quand il va être question d'utilisation de technologies numériques. En ce sens, la roue tourne. Donc, si on prend ça en considération, il faut aller vers une perspective de justice sociale, particulièrement une perspective de justice sociale axée autour de l'équité. Donc, implication pour le développement de la compétence numérique. J'ai déjà annoncé mes couleurs. La question n'est pas seulement technique, elle est aussi éthique. Donc, qui dit éthique, nécessairement ne pas accepter les inégalités sociales à l'école, assurer la réussite de tous. Ça implique de reconnaître que tout le monde n'est pas au même point à l'arrivée à l'école. Voyons ce que le cadre de référence de la compétence numérique dit là-dessus. Donc, le cadre nomme une fois l'idée de fracture numérique pour mentionner que sans nier les risques qui peuvent en découler, donc le cadre, parce que les concepteurs du cadre ont lu les écrits notamment scandinaves ou même français sur la question, ils savent que c'est quelque chose qui existe. Néanmoins, ils ne semblent pas réellement mettre l'accent là-dessus, ni amener d'idées pour vraiment apaiser, je dirais, les inégalités liées à cette fracture numérique-là, même s'ils reconnaissent que le numérique peut être utilisé comme outil d'inclusion. Ce qui est vrai, mais maintenant, il faut savoir comment en faire un outil d'inclusion. Et encore là, je ne veux pas avoir l'air de trop critiquer le cadre, parce que quand même, nous sommes toutes des bonnes choses là-dedans, des points plus critiquables aussi, mais qui dit outil d'inclusion dit comment en faire un outil d'inclusion. Donc, est-ce que c'est une perspective davantage liée à l'égalité, l'équité? C'est de quel concept parlons-nous? C'est ça la question, en fait. À ça, j'ai trouvé une réponse dans le cadre et il semble mettre de l'avant une conception qui dise universelle du numérique. Conception universelle, pour être bien honnête avec vous, j'ai regardé et je n'ai pas trouvé de référence. Je n'ai pas trouvé vraiment à quoi ça renvoie. Je n'ai pas vraiment d'idée à quoi ça signifie. Ce que j'en comprends avec la phrase d'identité d'adaptation particulière selon le handicap, c'est qu'on semble viser vers l'idée d'égalité. Et pour ce qui est de prendre en considération le social, bien, il y a deux dimensions, à mon sens, qui seraient vraiment liées à cette question-là, qui nomment la dimension sociale, l'idée un peu des inégalités, c'est l'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique et développer sa pensée critique à l'égard du numérique. D'ailleurs, pour cette deuxième, il faut savoir qu'en ce moment, du moins, la pensée critique à l'égard du numérique semble être vue comme quelque chose de transversal aux disciplines. En ce sens qu'on ne prend pas le temps de dire comment on pourrait appliquer ça en français, en mathématiques, peu importe. Donc, disons que le cadre de référence sert surtout à énumérer de grands principes, mais plutôt avare sur la façon de opérationnaliser ces principes. De mon côté, je l'ai nommé en début de présentation, l'idée de l'approche sociocritique, c'est d'ancrer nos travaux autour de la question de justice sociale. Et là-dessus, pour citer Archambault et Richer 2018, une personne engagée envers la justice sociale s'emploie à réduire les inégalités au sein des institutions. Dans cette idée-là, il faut savoir qu'actuellement, la variation des usages numériques extrascolaires des élèves ne les rend pas pareillement prêts à apprendre avec les technologies. Le rapport numérique varie selon les traits culturels de chaque groupe. Chaque groupe n'a pas la même opportunité
d'obtenir du capital numérique avec leur usage. Donc, nécessairement, c'est inégal lorsqu'on arrive en milieu scolaire. Et la reproduction des inégalités sociales, en ce moment, s'incarne dans des pratiques numériques plus précocement diversifiées chez les jeunes de milieux favorisés que les milieux populaires. On voit que déjà, les jeunes en milieux favorisés ont des usages numériques plus variés que ceux des milieux populaires. Et s'il n'y a pas une différenciation qui est faite, malgré le travail qui est fait à l'école, ça tend à se reproduire, selon ces mêmes auteurs. Donc, l'origine des parents, sociale des parents, on le voit, ce n'est pas seulement qu'une question d'accès, mais c'est aussi dans la définition du mode de contrôle des parents, médiation scolaire des usages numériques. Donc, ce que les élèves vont faire dépend beaucoup de l'implication des parents. Et le niveau des capital numériques influence son usage des technologies numériques qui, en retour, peuvent être convertis vers d'autres formes de capital. Prenant en considération les fractures de deuxième et de troisième niveau, usage et pouvoir, la justice sociale, là-dessus, je suis en parfait accord avec Sen, ne peut se suffire de la seule égalité des ressources. Donc, penser la question des technologies seulement en termes d'accès, ce n'est pas suffisant. Même en termes d'intégration, ce n'est pas suffisant. Le développement de la compétence numérique doit nécessairement se faire en établissant des relations entre les inégalités présentes dans le contexte socio-culturel des élèves et leur disposition à s'éduquer avec le numérique. Là-dessus, en ce qui me concerne, je suis partisan de l'idée d'une reconnaissance. En fait, moi, c'est un principe éthique, cette idée d'inégalité. C'est d'aller davantage vers l'équité que vers l'égalité. C'est lié à la reconnaissance chez Honneth. En fait, c'est que le concept de reconnaissance fournit la base d'une théorie critique de la société où l'autoréalisation de l'individu, l'apprentissage de l'individu, peu importe, peut se réaliser seulement s'il se sent reconnu dans 3 sphères. Donc, la question des liens affectifs, donc que Honneth appelle strictement l'amour, en fait, qui sert à bâtir la confiance en soi. Donc, par rapport au numérique, on peut prendre en considération que des élèves qui arrivent, qui n'ont jamais été reconnus dans leurs usages numériques, si c'est constamment quelque chose qui est mal vu par leurs parents, ils ne développent pas nécessairement une confiance en soi très, très valorisée en lien avec le numérique. La sphère des relations juridiques, donc ça, c'est lié avec le droit. Mais la plus importante qui sert ici, c'est surtout celle des communautés de valeurs. En fait, c'est de reconnaître que différents groupes existent en société et que ces groupes n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs, dans ce cas-ci, n'ont pas le même rapport au numérique et que dans l'idée de reconnaissance et dans l'idée que tout le monde se sente inclus à l'école, il faut prendre en considération cette pluralité, je dirais, des points de vue. Donc, et s'il y a un déni de reconnaissance, bien, les gens sentent qu'ils vivent dans une société qui est nommée de mépris par accès à net. Si l'élève, par exemple, sent constamment que son expérience n'est pas reconnue, que son expérience n'est pas méprisée, je pense que le terme est un peu fort, mais que son expérience n'est pas valorisée d'une certaine façon par l'école, eh bien, il ne se sentira pas inclus par cette école. C'est pour cette raison aussi qu'on en vient avec l'idée de bâtir des situations d'enseignement-apprentissage qui sont près de l'élève relié avec le numérique, qui partent de son vécu, tout en mettant aussi l'accent sur l'idée de différenciation pédagogique. Cette différenciation-là qui va se faire par le groupe et par l'individu. Donc, l'aspect collectif et l'aspect individuel
et constamment aussi en interrelation. Donc, c'est la reconnaissance des revendications de chacun qui relève d'une justice sociale. Pour cette raison, ça c'est un point de vue très personnel, l'idée du cadre de référence de la compétence numérique est une idée davantage sans adaptation autour des différents traits sociaux, culturels, même liés au handicap, sachant toutes les inégalités sur le plan social et culturel. En ce moment, ça me semble problématique. Le développement de la compétence numérique et la justice sociale, si on tente d'arrimer les deux, il faut reconnaître que c'est une responsabilité qui est partagée chez les acteurs, autant sur le plan macro, méso que micro. Macro, donc gouvernement du Québec, ministère de l'Éducation, des efforts de changement systématique, l'alignement entre la théorie et la pratique, le cadre de référence, la compétence numérique étant un bon début. Selon moi, on peut faire mieux, on peut aller encore davantage, on peut être davantage encore explicite sur la façon d'opérationnaliser le cadre. Mais il y a un début de travail qui a été, somme toute, bien fait. Mais pour chaque école, ça, assurer quand même l'accès aux ressources. Il ne faut pas s'arrêter là, comme je l'ai dit, mais assurer un accès aux ressources, une planification technologique, un leadership, surtout une collaboration intra- et interinstitutionnelle. C'est particulièrement pertinent pour la formation des futurs enseignants parce qu'on voit qu'à l'université, ils apprennent certaines choses, des principes, tout ça, ou même des techniques pour utiliser les technologies. Ils ne sont pas nécessairement capables de les appliquer en milieu scolaire, et ce, en lien avec les inégalités, encore une fois, d'accès ou même d'usage. Certaines écoles ne sont pas nécessairement si friands de technologie que ça. Et micro, ça, c'est les enseignants. En fait, c'est des expériences signifiantes, comme je disais, d'enseignement et d'apprentissage avec les technologies numériques et de la différenciation pédagogique. Donc, vision commune du numérique comme objet social et politique. Je pense des choses qui sont à faire, en fait. On en arrive à la fin de la présentation. Développement de la compétence numérique en contexte disciplinaire, parce qu'en ce moment, le cadre de référence de la compétence numérique le voit beaucoup de façon transversale. Il y a peu, en ce moment, d'ancrage disciplinaire. Prise en compte d'enjeux hors curriculum, donc citoyenneté numérique, l'esprit critique, le bien-être numérique, tout ça. Tous des enjeux qui viennent faire en sorte que des élèves pourraient développer un rapport au numérique soit négatif, soit positif envers le numérique. Mise à jour de programmes de formation concernant la compétence numérique. Le programme de 2001 est somme toute assez en retard là-dessus, ce qui est entièrement compréhensible. La prochaine réforme servira probablement à ça. Formation qui compense les inégalités numériques, donc l'idée de fracture numérique. Pour les enseignants, ça passe en leur parlant de ces enjeux-là, en fait, en allant pas seulement vers la dimension technique, qui est hyper importante, mais en leur montrant que quand il est question de technologie, mais il est question d'inégalité, question d'enjeux sociaux, des questions d'enjeux éthiques, et que si même eux ne sont pas à jour sur ces enjeux-là, mais ils ne pourront pas ensuite, avec leurs élèves, soit discuter de ces enjeux-là, ou soit même concevoir que leurs élèves vivent ces enjeux-là et qui doivent agir. Formation continue pour les enseignants, parce que nécessairement, le numérique étant évolutif, il n'y aura jamais une formation terminée autour du numérique. Et formation des formateurs, d'enseignants, professeurs chargés de cours, tout ça, c'est que ça, c'est très variable selon les départements, l'université, tout ça. Mais si les formateurs n'intègrent pas de technologie, ne sont pas au courant des enjeux, s'ils ne discutent pas de ça avec leurs étudiants, même si en ce moment, c'est une compétence professionnelle dans le référentiel, si ce n'est pas fait, les enseignants, après, n'obtiennent pas ce bagage et se sentent un peu désemparés. C'est ce qui est souvent nommé par des finissants, notamment, des futurs enseignants. Donc, conclusion. Piste de réflexion pour le développement de la compétence numérique, plus qu'une conclusion, en fait, c'est comprendre comment les usages numériques extrascolaires affectent l'apprentissage des élèves en classe. Selon moi, c'est
l'essentiel. Contribuer à la mise en place de pratiques pédagogiques cohérentes avec la documentation scientifique qui énonce la compétence numérique comme l'une des plus importantes du 21e siècle. La compétence numérique, c'est un enjeu, c'est présent, c'est quelque chose qui doit être développé par l'école. Maintenant, c'est de s'entendre comment la développer et quel cadre on prend pour la développer. Et favoriser aussi le développement d'une vision partagée autour du numérique et de l'apprentissage avec les technologies. C'est de reconnaître la multidimensionnalité de l'objet numérique, reconnaître qu'il y a plusieurs dimensions, que c'est un objet, oui, technique, mais que c'est aussi un objet social, politique. Donc, ensemble, on a ces connaissances-là, que le transfert de connaissances entre les universités et les écoles se fassent pour assurer une bonne formation autant des futurs enseignants que des élèves. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charles. Très intéressant. J'aurais quelques questions, mais d'abord, j'aimerais laisser la parole aux personnes présentes. Donc, questions, réactions? Merci, Alex, qui doit quitter. Caroline, Alain ou Marie-Michel, si vous avez des questions. Donc, en fait, je vais y aller avec la mienne à ce moment-là. En fait, je trouve ça vraiment intéressant. Je remarque effectivement, dans le fond, que tu avais, puis c'est tout à fait correct, une perspective assez critique en lien avec le guide numérique, en lien avec le cadre numérique. Puis tu mentionnais, dans le fond, effectivement, les arguments qui étayait bien ça. Je pense que tu l'as vraiment bien expliqué. Puis je me demandais, en fait, j'ai deux questions. Je ne sais pas si tu pourrais, comment toi tu l'expliquerais le fait que le cadre numérique aborde peu cette question-là de la fracture numérique? Je ne le sais pas, honnêtement, parce que ça m'a surpris de voir le terme, donc que les concepteurs du cadre avaient bien fait leur recherche, leur recension, tout ça, mais qu'il n'en était rien fait. Il est écrit sans nier les risques de la fracture numérique, risques qui ne sont pas nommés non plus dans le cadre. Donc, moi, je me mets à la place d'un enseignant qui n'a pas nécessairement lu sur la fracture numérique et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai l'impression, j'ai deux impressions en fait, ça relève d'hypothèses. Je pense qu'il y a d'autres documents qui s'en viennent en lien avec le cadre de référence. Je n'ai pas l'impression que c'est un document final, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres outils qui vont venir en lien avec ce cadre-là, qui vont peut-être justement pouvoir nous pister sur ces enjeux-là. Parce que la question éthique, ils apprennent en considération dans le cadre c'est une dimension, elle est mise de l'avant. Ça, peut-être une perspective qui va plus vers l'égalité que l'équité, mais c'est une perspective qui se défend, somme toute. Donc, il y a ça. Ou mon autre hypothèse, encore là, ça relève de l'hypothèse, étant donné que c'est un cadre qui vise tout le monde, autant les formateurs des futurs enseignants que les enseignants, que, à la limite même peut-être des élèves, parce qu'il y a des petits trucs pour les élèves dedans. Je voulais peut-être garder une posture qui était plus instrumentale, justement, juste vraiment parler de l'objet numérique, comment développer une compétence autour de pour pouvoir s'en servir efficacement comme outil pour le réinvestir dans l'apprentissage et plus tard sur le marché du travail. Peut-être que dans un but pratico-pratique, il voulait s'en tenir à ça. Surtout que si les auteurs ne mettent pas de l'avant une perspective critique, l'idée d'inégalité, ils peuvent la concevoir sans nécessairement mettre l'accent là-dessus, ce qui aussi se défend. Donc, c'est surtout mes deux hypothèses, mais il n'y a rien dans le cadre qui me permet d'avoir une réponse très concrète envers ça. Je n'ai pas pu poser la question, parce que j'étais là quand ils ont lancé le cadre, en fait, au colloque international en éducation l'année dernière, mais je n'ai pas eu la chance de poser la question. Parfait, merci beaucoup. Puis avant de poser ma deuxième question, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir ou questionner? Ça va?
Donc, en fait, moi, j'aimais beaucoup ta diapo, juste avant la conclusion où tu avais les 6 petits cadres pour mentionner finalement la vision là, que un petit peu le résumé finalement de ce qui restait à faire. Celle-ci? Oui, exactement. Donc, la vision commune du numérique. Puis, je me disais, Mhm. effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, là, selon ce que tu Mhm. mentionnes. Il y aurait beaucoup de choses à faire. Puis, je me demandais, mais là, c'est une question un petit peu plus scolaire et personnelle, mais Oui, oui. à partir de ces éléments-là, parce que je pense que tu as fait vraiment un très, très bon portrait de la situation, qu'est-ce que tu te proposes de faire, toi, concrètement pour ta recherche? Parce Hmm. qu'évidemment, tu ne peux pas Excellent. aborder tout ça. Non, dans ma recherche, je ne peux malheureusement pas aborder tout ça. Moi, je vais essayer probablement le premier, en fait, développement de la compétence numérique en contexte disciplinaire. J'ai l'intention d'aller, en fait, sur le terrain dans une collecte de données pour des enseignants de français, essayer de les questionner, en fait, voir ce qui ressort comme élément de tension qu'ils peuvent vivre par rapport à cette nouvelle demande qui arrive. Ça, donc, c'est vraiment d'essayer d'identifier les défis reliés à l'enseignement du français et développement de la compétence numérique ensemble. Donc, d'essayer d'établir un premier portrait, tout le moins, qui pourra servir ensuite justement de suite à d'autres recherches pour utiliser la même méthode, ça. Donc, nécessairement, le contexte disciplinaire, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est problématique. Je ne crois pas que le numérique peut être totalement transversal, ancré dans des différentes disciplines. Ça va venir nécessairement avec des usages particuliers. Il va y avoir ça. Bon, formation continue pour les enseignants, ce n'est pas quelque chose que je peux faire à court terme, du moins. Peut-être un jour, je serai en mesure de le faire par des projets X. Mise à jour des programmes de formation, mais ça va dans le micro que je pointais, dans le macro, Mhm. je veux dire. Donc, le gouvernement, tout ça, je le pointe pour dire que c'est important, mais que ça, c'est gouvernemental. À la limite, dans ma thèse, il peut y avoir certaines propositions de mise à jour, peut-être en conclusion ou en discussion, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Les prises en compte d'enjeux hors curriculum, moi, je le fais constamment parce que, notamment, je l'ai fait dans mon mémoire. Dans mon mémoire, en fait, c'était est-ce que ce qui développe comme compétence les élèves, ce qui développe comme compétence en français, que ce soit lecture, écriture, communication orale, en contexte extrascolaire, est-ce que c'est transférable directement comme ça en milieu scolaire? Là, en faisant ma recherche, je me suis rendu compte que non. Il fallait prendre en compte beaucoup d'enjeux hors curriculum, le rapport au numérique dont j'ai parlé, tout ça, la fracture numérique aussi en faisait partie. Donc, c'est certain que dans mes recherches, la prise en compte d'enjeux hors curriculum est tout le temps un peu là parce que je m'intéresse au social. Donc, c'est quelque chose que je peux faire. Sinon, si j'étais enseignant, mettons, chargé de cours à l'université, dans les lectures que je proposerais, c'est certain qu'il y aurait, mettons, j'avais un cours sur numérique, c'est certain qu'il y aurait des textes sur l'idée de citoyenneté numérique, comment être un citoyen à l'ère du numérique. Ça, il y a quand même une assez bonne littérature qui existe là-dessus. L'idée de bien-être numérique, je la mettrais de l'avant aussi. C'est assez nouveau, mais c'est plus l'idée de dire, en tant qu'individu, qu'est-ce que le numérique t'apporte dans ta vie sur le plan de la santé globale. Donc, santé psychologique et santé physique. Puis c'est quand même quelque chose qui influence ton rapport au numérique. Donc, c'est sûr qu'il y aurait un texte là-dessus. Et moi, j'avais quelque chose dans ma première diapo de présentation là-dessus qui s'appelait Bien-être numérique aussi. C'est parce que je fais partie d'un regroupement, c'est un nouveau projet, avec des étudiants en médecine où on va faire des ateliers dans des écoles autour de cette question-là du bien-être numérique, où on démystifie certains mythes autour du numérique, puis on essaie de faire réfléchir les élèves autour de cette question-là du Mhm. numérique. Bon, mais ça, un enseignant peut faire ça, mettons dans un cours d'éthique et culture religieuse, ou moi, comme chargé de cours, si j'ai un cours sur numérique, je peux le faire aussi. Donc, toutes des petites choses comme ça. C'est sûr, moi, je me situe beaucoup comme chercheur, peut-être un peu méso, mais comme praticien, beaucoup plus micro, malheureusement.
C'est normal. Parfait, merci beaucoup. Donc, il est 1h03, donc on terminerait là, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui voudraient intervenir. Sinon, on pourrait terminer là-dessus. Donc, merci beaucoup, Charles Bourgeois, pour la présentation. Et donc, on va être intéressé à pouvoir lire la recherche par la suite. Merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir de présenter ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.